pour la plupart des gens, ce projet de loi ne changera strictement rien. Ça sera surtout un ensemble de lois favorables au capital et défavorables aux plus précaires. Derrière chacune de ces mesures de pouvoir d'achat, il faut se dire que c'est toujours des cadeaux empoisonnés. Donc la suppression de la redevance télé, c'est un cadeau empoisonné parce que ça affaiblit la télévision publique au profit de la télévision privée. Plutôt que de s'en prendre aux spéculateurs, plutôt que de demander à la grande distribution de passer à la caisse, et bien du coup les macronistes envisagent un chèque alimentaire, c'est-à-dire que on subventionne nos courses au supermarché et uniquement pour les citoyens les plus pauvres. S'il y a bien des catégories de population qui se sont enrichies ces 10 dernières années, c'est pas les retraités, c'est pas les cotisants, mais c'est bien le patronat et le capital. L'idée que le système de retraite est en péril, c'est quelque chose qui nous est matraqué depuis 15 ans, mais c'est loin d'être le cas. Il existe d'autres leviers que de repousser l'âge de départ à la retraite. Des leviers beaucoup moins injustes, des leviers beaucoup plus rationnels d'un point de vue économique, notamment d'augmenter les cotisations patronales, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le capital qui finance le système de retraite davantage. On va poursuivre avec une deuxième interview. Cette fois-ci, c'est celle de notre collègue Nicolas Framont. La guerre aux chômeurs est déclarée, on le savait déjà lors du précédent mandat et elle se poursuit. Une guerre aussi déclarée aux allocataires du RSA. On parle d'inflation, de stagnation des salaires, de réforme des retraites. Les journalistes en parlent peu, mais aux médias, on tient à le faire. Le programme de Macron pour les 5 années à venir commence à être connu. Il se situe dans la lignée de ce qu'il s'est déjà produit. Toujours plus d'attaques néolibérales contre nos systèmes sociaux. Ce que Macron compte nous faire, c'est le titre du dernier article rédigé par notre camarade Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine. Bonjour. Alors, on va parler de cet article que tu vas publier ou qui est publié, ce que Macron est en cours de réalisation. Est en cours de réalisation, donc vous le découvrez. Voilà, vous avez la primeur, cher public du média. Le gouvernement fraîchement réélu a de grands projets pour nous et en particulier les chômeurs. L'année dernière, la réforme de l'assurance chômage s'appliquait, faisant perdre du revenu et de l'indemnisation à des milliers de personnes, augmentant indirectement la pauvreté. Alors on aurait pu croire qu'il allait s'arrêter là, mais non, il va toujours plus loin, Nicolas. Oui, effectivement. Déjà, ce qui est important, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point on parle peu du programme de Macron, alors que son parti présente des candidats dans toutes ces circonscriptions et se présente pas vraiment en fait avec un programme. Il y a une invisibilisation du programme qui est liée au fait qu'en réalité, les macronistes, ils savent que leurs mesures sont ultra impopulaires et qu'ils ont toujours intérêt à parler d'autre chose. Donc, nous, en tout cas, à Frustration, et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller voir un peu ce qui était préparé. Il y a quelques indices, parce qu'encore une fois, c'est des infos qui sont délivrées au compte-gouttes. Et effectivement, c'était avant-hier sur LCP, le chef des députés du MoDem, Patrick Mignola, lui disait qu'il était prévu qu'ils aillent plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Donc la réforme de l'assurance chômage, on en a parlé beaucoup ici aux médias, tu en as beaucoup parlé toi-même très bien la dernière fois que je suis venu. Elle a surtout conduit à la réduction des indemnités chômage, donc de 17% en moyenne, ce qui est vraiment très important. Ça a fait passer beaucoup de gens sous le seuil de pauvreté. Donc ça a été la première phase du projet macroniste pour l'assurance chômage, c'est qu'on gagne moins. Et lui, ce qu'il explique très posément en costume sur LCP, c'est que maintenant, il va falloir aussi toucher des allocations moins longtemps. Donc, ce qu'il annonce, c'est que la prochaine mesure, ça pourrait être la réduction des indemnités. Alors, comme d'habitude, chez les macronistes, il y a toujours ils font toujours croire que ça va être gagnant-gagnant. Donc, son raisonnement, c'est de dire il faut diminuer la durée d'indemnisation de la plupart des chômeurs, mais augmenter celle des chômeurs de longue durée à plus de 2 ans. Alors, évidemment, on sait très bien comment ça se passera si ça arrive. Ça va être sous condition d'avoir un projet professionnel de création d'entreprise et de dépassement de soi-même par le développement personnel, évidemment, et très peu de gens seront concernés. Par contre, ce qui peut être sûr, c'est que s'ils engagent ça, non seulement les gens gagneront moins, mais en plus, ils gagneront moins longtemps, donc seront précaires et au RSA beaucoup plus vite, quoi. Donc, enfoncer à nouveau les chômeurs, il y a forcer également les gens à partir à la retraite plus tard pour faire des économies. Alors Macron tient à poursuivre sa réforme très contestée des retraites et pourtant, notre système de retraite n'est pas en péril. C'est ce que tu rappelles.
Et oui, il faut le répéter, le redire. Je sais que vous le faites beaucoup aux médias, mais quand on regarde même les prévisions du corps, du Conseil d'orientation des retraites, donc une instance qui a été créée par Sarkozy pour en fait donner un vernis technique aux futures réformes des retraites, hein, puisque lui a engagé la première grosse régression en la matière. Bon, bah ce comité d'orientation des retraites, qui est pourtant composé de technocrates pas spécialement gauchistes, lui, il montre bien que l'idée selon laquelle déjà on vit tous plus longtemps, il va y avoir un déséquilibre générationnel entre ceux qui cotisent et ceux qui touchent les retraites, bah, n'est plus si vrai qu'avant, parce qu'en fait, la question d'espérance de vie, malheureusement, n'est plus une donnée en constante augmentation. Et puis, s'il y a un déficit à l'horizon 2030, déjà, c'est pas un déficit qui va arriver de façon urgente. Donc, en fait, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas moyen de se précipiter comme ce qu'on entend tout le temps, en fait, à la télé, à la radio. Hein. L'idée que le système de retraite est en péril, c'est quelque chose qui nous est matraqué depuis 15 ans, mais c'est loin d'être le cas. Et puis surtout, ce qu'il faut dire et répéter, c'est que il existe d'autres leviers que de repousser l'âge de départ à la retraite, des leviers beaucoup moins injustes et des leviers beaucoup plus rationnels d'un point de vue économique, notamment d'augmenter les cotisations patronales, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le capital qui finance le système de retraite davantage, parce qu'après tout, ce n'est que justice, vu que les patrons prennent une grande partie de la valeur de ce qu'on travaille, c'est normal qu'ils contribuent au fonctionnement de notre protection sociale, et c'est beaucoup plus rationnel économiquement, parce que s'il y a bien des catégories de population qui se sont enrichies ces 10 dernières années, c'est pas les retraités, c'est pas les cotisants, mais c'est bien le patronat et le capital. Donc en fait, il semblerait logique dans la période actuelle de compter sur eux. Un patronat qui organise savamment aussi la fuite des capitaux, comme on l'a vu juste avant avec Alexis Sesma de la General Electric. Il était question lors de l'entre-deux tours d'envisager, Emmanuel Macron était prêt à faire une petite concession et penser à faire partir les personnes à la retraite à l'âge de 63 ans. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou c'était une promesse de campagne ? Alors, il y a un papier dans Le Monde qui est sorti hier qui est assez intéressant, parce qu'il en dit long finalement sur la faiblesse, et dans le papier pour frustration, on va essayer de revenir là-dessus, parce que je pense que c'est un élément structurant de la période. En fait, Macron, il est très affaibli. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, dans l'article de Monde nous l'apprend, que l'exécutif, les proches de la Macronie, etc., se rendent compte que cette réforme, c'est vraiment un boulet qui se traîne politiquement. Et comme à l'approche des législatives, ils se sentent quand même menacés, parce que bon, le scénario d'une défaite de la majorité présidentielle, c'est pas le plus probable, mais il y a des risques, et puis surtout, il y a des risques qui n'obtiennent pas de majorité absolue, un risque de plus en plus avéré, qui ne leur permettrait pas en réalité de gouverner comme ils le veulent, comme ils l'ont fait ces 5 dernières années. Donc face à ça, la réforme des retraites, ça sert à quoi ? En ce moment, politiquement, ça les dessert terriblement. Donc effectivement, il y a l'idée de faire des concessions. Alors évidemment, il faut toujours se méfier de ce genre de promesses, hein, parce que tu l'as vu aussi, je pense que vous en avez parlé, entre ce que Macron disait pendant l'entre-deux tours pour rallier les voix de gauche contre Marine Le Pen et ce qu'il a dit juste au lendemain de sa victoire, il y a d'énormes différences. Donc, a priori, il faut toujours compter sur le fait que le plan de Macron et de ses lieutenants, c'est bien la retraite à 65 ans, voire au-delà dans les faits, parce que si vous avez fait des études après 20 ans, alors en réalité, votre durée de cotisation ne sera pas suffisante pour que vous partiez à 65 ans. Donc, c'est bien ça le plan. Après, c'est intéressant de voir l'affaiblissement structurel du macronisme, le fait que c'est des gens qui ont remporté une victoire à la Pyrrhus, hein, parce que Macron, il est très mal élu. Alors, je ne dirais pas qu'il le sait, parce que c'est quelqu'un de très arrogant, mais bon, je pense que son entourage le sait. Et donc, en fait, ils n'ont pas intérêt à trop parler de cette réforme des retraites. Je pense qu'ils essaieront de l'appliquer de force une fois qu'ils auront l'impression d'avoir les pleins pouvoirs. Améliorer le pouvoir d'achat des Français, hein, c'était aussi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et des autres candidats. Hein. Le pouvoir d'achat est toujours au cœur de la campagne présidentielle. C'est aussi la préoccupation numéro 1 des Français, selon les sondages. Macron et Borne nous promettent une série de mesures en faveur de ce pouvoir d'achat. Tu les juges inefficaces et prétexte à de nouvelles attaques. Pour quelles raisons ? Oui.
Tout à fait. En gros, il y a apparemment une loi pouvoir d'achat qui est prévue pour après les législatives. On va dire la récompense qui est agitée par les macronistes si on vote pour eux, c'est de dire qu'une série de mesures pour notre pouvoir d'achat seront mises en œuvre. Et en fait, parmi ces mesures, il n'y en a pas une seule qui n'est pas régressive socialement. Il faut croire que ces gens ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, il y en a qui sont connus, par exemple, la suppression de la redevance audiovisuelle. Bon, bah alors, tous les acteurs du monde, notamment de la télévision publique, s'alertent. Je voyais récemment, hier, j'ai vu un article sur le fait que Arte, en particulier, qui est une chaîne qui a pourtant énormément de succès en ce moment, s'inquiète beaucoup de la perte de cette redevance. Donc, en fait, ça, c'est... Voilà, en fait, derrière chacune de ces mesures de pouvoir d'achat, il faut se dire que c'est toujours des cadeaux empoisonnés. Donc, la suppression de la redevance télé, c'est un cadeau empoisonné parce que ça affaiblit la télévision publique au profit de la télévision privée. Il y a d'autres cadeaux empoisonnés, parmi lesquels je reprends ma petite liste de courses. Alors, on va dire, sur ces mesures de pouvoir d'achat, j'ai distingué deux catégories. La première catégorie, c'est les cadeaux empoisonnés. La deuxième catégorie, c'est les mesures qui empêchent de s'en prendre aux vrais responsables. Donc, on va commencer par là, parce que c'est le moins pire, on va dire. Donc, par exemple, parmi ces mesures Ah, Nicolas Framont. Il y a... Oui, on t'entendait plus. Là, c'est bon. C'est bon. Ok, super, excuse-moi. Première mesure, des chèques alimentaires. Donc ça, c'est pour faire face à la flambée des prix de l'alimentation. Donc ça n'a échappé à personne que tous les prix augmentent. L'inflation globale des prix en mai, c'était plus 5%. Donc c'est énorme, c'est des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis les années 80. Or, la cause de ça, c'est les marges de la grande distribution et c'est notamment la spéculation sur les produits alimentaires. C'est pas les pénuries de stocks d'alimentation, c'est bien la spéculation qui est faite sur le contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine. Et donc, plutôt que de s'en prendre aux spéculateurs, plutôt que de demander à la grande distribution de passer à la caisse, et ben du coup, les macronistes envisagent un chèque alimentaire, c'est-à-dire que on subventionne nos courses au supermarché et uniquement pour les citoyens les plus pauvres. Et puis, ça va pas être des miracles, hein, ça sera nettement moins de 100 euros par mois, ce qui permettra pas, vu la flambée des prix actuels, de compenser entièrement les difficultés. Et puis surtout, tu vois, ça permet pas du tout en réalité de s'en prendre aux vrais responsables. Donc ça, c'est une première chose. C'est, on va dire, des mesures qui ne s'en prennent pas aux vrais responsables de l'inflation actuelle. Et puis, autre responsable auquel on ne va pas s'en prendre, c'est le patronat, parce que le problème de l'inflation, c'est quand elle n'est pas suivie de hausse de salaire. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, on l'a vu, hein, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, il s'est contenté de demander au patronat de faire un effort sur les salaires. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait ma petite recherche Google. En fait, Bruno Le Maire, il a déjà demandé ça plusieurs fois. Il a déjà demandé ça en août dernier, exactement dans la même formulation. Demander aux employeurs qui le peuvent de faire un effort sur les salaires. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Hein. Les salaires, c'est de la redistribution et c'est quelque chose qu'on obtient par un rapport de force, pas en demandant gentiment. N'importe quel syndicaliste le sait. Toujours est-il que du coup, le gouvernement, dans ses mesures de pouvoir d'achat, fait tout pour ne pas toucher au salaire, pour ne pas toucher au SMIC, pour ne rien demander au patronat. Et au contraire, il lui fait un nouveau cadeau au patronat, pas à nous. C'est l'extension et l'augmentation de la prime Macron. Donc la prime Macron, c'est ce dispositif de versement de primes autorisées dans le secteur privé, une prime qui a pour particularité d'être nette d'impôts et nette de cotisations sociales. C'est-à-dire que c'est de l'argent que les employeurs peuvent verser à leurs salariés sans rien payer dessus. C'est-à-dire que c'est de l'argent optimisé fiscalement et socialement. En fait, c'est d'optimisation fiscale légale, la prime Macron. Ça permet en fait aux employeurs de rémunérer et voire de compenser la faiblesse de leur salaire sans avoir à payer quoi que ce soit à la société. Donc, c'est pas du tout intéressant sur le plan macroéconomique parce que ça ne rapportera rien. Ça ne rapportera rien à l'éducation nationale, ça ne rapportera rien à la sécurité sociale sur le plan cotisation sociale. Et puis en plus, cette prime, de toute façon, elle restera conditionnelle. Donc, alors même qu'elle est particulièrement avantageuse fiscalement, il n'y a aucune obligation à la verser. C'est ça qui est complètement délirant dans ces mesures pouvoir d'achat, c'est qu'en fait, pour la plupart des gens, ce projet de loi ne changera strictement rien. Ça changera à la marge pour les plus pauvres, ça changera pour ceux qui travaillent dans des grandes entreprises dont le patronat va vouloir donner des primes ou donne déjà des primes et plutôt que de donner des primes sur le format habituel, va donner des primes défiscalisées et désocialisées. Donc, en fait, c'est surtout un cadeau au patronat. Et puis, dernier type de mesure, et particulièrement, alors là, c'est plus qu'un cadeau empoisonné,
c'est que il va falloir être très vigilant parce que dans ce projet de loi dit pouvoir d'achat, eh bien, il pourrait y avoir la réforme du RSA. La réforme du RSA, c'est quelque chose qui avait été évoqué avant le premier tour des présidentielles et maintenant dont les macronistes parlent beaucoup moins, mais c'est toujours dans les cartons. C'est l'idée que les bénéficiaires du RSA doivent travailler gratuitement 20 heures, 15 heures par mois pour avoir le droit de percevoir leurs allocations. Ce qui est complètement fou, évidemment, hein, parce que vous l'avez fait aussi dans le média, nous on l'a fait dans Frustration, on a recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes au RSA. Déjà, on ne devient pas au RSA par choix, et puis quand on est au RSA, c'est qu'on est dans une situation de fragilité sociale et professionnelle énorme. Ça veut dire que souvent, on a eu une incapacité de travail, qu'on a eu des arrêts maladie longue durée, qu'on est victime d'un handicap. Donc, c'est en aucun cas des situations où on peut retourner travailler comme ça, et puis surtout pas gratuitement. Donc, cette mesure qui est sans doute la plus scélérate du programme de Macron pour la présidentielle, eh bien, il faut savoir qu'elle est toujours là, et que le pire, c'est qu'elle risque d'arriver au lendemain de l'élection législative sous prétexte de hausse du pouvoir d'achat. C'est ça qui est complètement délirant. Donc, en fait, là, si on fait le compte sur ce fameux plan pouvoir d'achat qui est censé et qui est décrit par les macronistes et puis par d'ailleurs les journalistes un peu distraits comme, on va dire, un grand paquet social pour l'après-législative, bah, ça n'en est rien. Ça peut être, en fait, ça sera surtout un ensemble de lois favorables au capital et défavorables aux plus précaires. Un programme terrifiant que tu viens de nous présenter, mais un changement majeur est possible. Comment faire reculer Macron et son gouvernement ? Alors, c'est toujours important de finir sur une note positive. Je l'ai dit un peu sur la réforme des retraites. Cet article du Monde et plusieurs articles qui donnent, on va dire, l'état d'esprit interne des macronistes est porteur d'espoir. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont des gens qui commencent à être conscients de leur faiblesse. Alors, on l'était avant eux. Nous, on a bien vu les résultats de la présidentielle, la tripartition de l'électorat en 3 blocs et le fait qu'en réalité, Macron et ses amis représentent toujours une portion minoritaire et de plus en plus minoritaire de la société. Et donc Macron, en fait, il est plus du tout en position de force comme il était en 2017. Et je pense que leur erreur, ça a été de croire que en se faisant réélire, ils allaient vivre un deuxième état de grâce, comme il y a eu un peu en 2017, hein, où toute la presse adorait Macron. Et puis bon, comme souvent après l'élection d'un chef d'État, il y a à peu près 6 mois, où les mouvements sociaux sont faibles parce qu'on attend un peu de voir ce qui va se passer. Mais c'est pas du tout le cas sur la réélection de Macron. C'est quelqu'un qui est aussi impopulaire qu'avant sa réélection. C'est quelqu'un dont le gouvernement, nouveau gouvernement, est tout aussi impopulaire. Et donc, en fait, il n'a pas de cartouche supplémentaire pour appliquer ces nouvelles réformes. Donc ça, déjà, moi, je pense qu'ils sont assez bloqués de ce point de vue-là, du point de vue de leur impopularité. Ensuite, bah, il y a la menace des législatives. Hein, on le voit récemment. Les éditocrates et toute une partie du monde médiatique mainstream est très inquiet de la montée de l'alliance de gauche aux législatives parce que en fait elle pourrait entraver on va dire les pleins pouvoirs de Macron et puis de façon on va dire peut-être c'est plus hasardeux parce que bon les projections sont quand même assez claires mais ça pourrait aussi éventuellement voler la majorité à Macron même si ça reste le scénario le plus improbable. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le centre de gravité de la vie politique est déplacé à gauche. Et ça, c'est exactement ce que Macron ne voulait pas, parce que son intérêt, et on a vu que lui et son entourage ont toujours joué là-dessus, c'est de se placer en antagonisme par rapport à la droite et par rapport à l'extrême droite, pour se faire valoir comme ni droite ni gauche. Mais s'il est en antagonisme par rapport à la gauche, alors il apparaît uniquement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un président de droite, un président pro-capitaliste. Donc, en fait, on va commencer ce quinquennat dans une situation qui est prometteuse, au sens où on a une population qui subit un contexte économique difficile, alors ce qui à la fois peut être une cause de repli sur soi, mais aussi une cause de révolte, une cause de colère, et cette colère et cette révolte, si elle est bien organisée, elle peut aboutir finalement à ce que le gouvernement de Macron soit un peu le dernier gouvernement de la Ve République. Et ensuite, est-ce que ça se passera par les urnes? Est-ce que ça se passera par la rue? Moi, je crois qu'en tout cas, la situation historique sur le plan de la lutte des classes est très ouverte. On est face à des périls très grands, mais on a aussi de grandes possibilités. Et c'est important aussi de penser à cet aspect positif des choses, de tout le travail qui a été accompli ces dernières années.
y compris par des médias indépendants comme vous, des médias indépendants comme nous. C'est-à-dire que les plans de Macron ont été toujours mis à jour, ont été toujours déjoués, et maintenant les Français savent à qui ils ont affaire. Et ce n'était pas le cas en 2017. D'ailleurs, on vous vraiment recommande de soutenir un Frustration Mag qui effectivement met la lumière sur ce que Macron compte nous faire. C'est précisément le titre de ton dernier article qui va bientôt paraître donc sur Frustration Magazine. Merci beaucoup Nicolas Framont. Tu es le Merci rédacteur beaucoup. en chef de Frustration Magazine.